Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Stéphane Tessier, auteur d'un blog sur la fatigue chronique ou, dit autrement, sur la santé au sens large du terme. Ça vous paraît surprenant ? Pas tant que ça. Stéphane a commencé à souffrir de fatigue chronique au niveau mental et physique pendant son adolescence, et afin de comprendre ce qui se passait pour lui et surtout de savoir comment faire pour aller mieux, il a entrepris un long chemin vers la santé, tout bonnement. Comment être en bonne santé, comment se sentir plus alerte intellectuellement, comment se sentir plus reposé physiquement. Bref, ces recherches ont dû bien sûr sortir du chemin classique de la médecine conventionnelle pour explorer de nouvelles pratiques et suivre de nombreuses pistes alternatives. L'amélioration de son sommeil en fait bien évidemment partie. Son parcours est très riche d'expériences et c'est justement ce qu'il partage à travers son blog et au fil de ses vidéos YouTube. Alors je vous invite à ouvrir grand vos oreilles et surtout à prendre de quoi noter, car les conseils et les bonnes pratiques vont pleuvoir dans l'heure qui arrive. Très bonne écoute à tous. Bonjour Stéphane, merci d'avoir Bonjour, accepté mon invitation sur le podcast aujourd'hui. avec plaisir. Alors, Stéphane, j'ai découvert ton travail, sur internet. Tu as un blog qui s'appelle, blog La Fatigue Chronique et en parcourant ton travail, je me suis dit: «Waouh, c'est juste fou ce travail de recherche, qu'il y a sur ce blog et la qualité du contenu, tout ce qu'on peut y trouver». Du coup, je t'ai contacté, tu as accepté, mon invitation et je t'en remercie. Avant de rentrer dans le vif du sujet, de parler sommeil, de parler insomnie, de parler surtout des solutions aussi, qu'on peut avoir pour améliorer son sommeil, est-ce que tu peux te présenter, nous dire, ce que tu fais, ce qui t'a amené à créer ce blog et ce que tu y partages? En fait, tout a commencé, quand je l'ai réalisé, alors je sais même plus à quel âge c'était exactement, quand j'ai réalisé que, mon cerveau ne fonctionnait pas, à 100%, que j'avais une espèce de, fatigue latente et notamment des problèmes au niveau de la mémoire et de la concentration. J'avais voilà des petits moments de répit où je fonctionnais bien, mais la plupart du temps, j'avais vraiment ces problèmes. Et donc, ayant un père en plus qui est médecin, donc je lui demande de l'aide, il m'oriente vers un certain nombre de ses collègues. Et le problème, c'est que ces médecins-là, avec leur approche assez traditionnelle, ils vont faire un examen du sang, peut-être palper à droite à gauche, et puis ils vont principalement chercher du côté de l'anxiété. Puis une fois qu'ils ont fait le tour de ce qu'ils savent faire, bah finalement ils disent bon bah voilà, tu vas prendre de la vitamine C ou voilà, tu as peut-être une mononucléose. Et finalement, on n'a pas du tout trouvé quel était le cœur du problème et je reste avec mon problème et je me balade comme ça de médecin en médecin. Et je me souviens encore très bien, une fois, il m'a dit, alors là, je vais t'envoyer chez un spécialiste de chez les spécialistes et le chef des internes et tout, tu vas voir, il est super. Donc j'arrive avec plein d'espoir. Et puis, on passe les trois quarts de la séance avec des questions du style alors, tu as des frères et sœurs, alors tu as des amis, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Donc très clairement hyper orienté dépression parce qu'en plus j'étais adolescent. Là, tu te sens vraiment bouleversé parce que tu te dis le mec il allait enfin me guérir. En fait, pas du tout. Il cherche juste à voir si je suis déprimé. Et moi, je savais très bien au fond de moi que j'étais pas déprimé. J'avais des amis, j'avais un groupe de musique, c'était tout va bien, tout ce qui est. Et donc hyper déçu de se balader de médecin en médecin qui trouve rien. Et de cette déception est née finalement l'envie de trouver moi-même qu'est-ce qui pourrait clocher chez moi. Et donc à partir de là, je commence à regarder beaucoup de vidéos, je lis beaucoup d'articles, je lis des livres, et de fil en aiguille, je me retrouve à lire même carrément des publications scientifiques. Et et puis avec le temps, je commence à accumuler beaucoup de connaissances. Et ces connaissances, je me dis pourquoi pas finalement les archiver et faire quelque chose de sympa, les partager via mon blog qui s'appelle donc le blog Fatigue Chronique. Et donc voilà, tous les articles et les vidéos que j'ai pu faire sont nés de ce sentiment de frustration
et d'un mouvement qui existe aujourd'hui très fortement sur Internet. Je suis loin d'être le seul, de vouloir chercher un peu par nous-mêmes et, euh, et voilà, d'expérimenter. Oui, c'est ça, c'est qu'en plus, du coup, toi, tout ce que tu partages, c'est parce que tu as expérimenté et ça, c'est important de le dire. C'est-à-dire que tu partages en connaissance de cause, j'ai l'impression, pratiquement la totalité de ton contenu, et comme ça, Mhm. tu peux dire aussi ce que ça t'a apporté. Tu peux aussi parfois donner les bémols ou les choses, les points de vigilance. Et ça, c'est important. Est-ce que tu peux nous donner, quelques exemples de thématiques que tu traites et qui sont, très diverses et variées? Ouais, alors des thématiques que je traite, je pense que ma préférée, ça va être au niveau de l'alimentation. Après, voilà, j'ai une thématique euh, complément alimentaire, j'ai une thématique champ électrique et connexion à la Terre. J'ai une thématique, tout ce qui est méditation, respiration, gérer son stress. Et puis voilà, après, ça va être aussi des astuces de méthodologie pour mettre toutes ces choses en place. Donc Mmh. un champ plutôt transverse. Donc je pars un peu dans tous les sens. Oui, mais parce que finalement, tu vois les choses, dans leur globalité. Donc partir dans tous les Absolument. sens, c'est, justement presque le point clé. C'est-à-dire, c'est quand on part pas dans tous les sens qu'on passe à côté de plein de choses. Et alors juste pour repréciser, donc là, toi, c'était par rapport à une fatigue, plutôt mentale, intellectuelle. Est-ce que Mhm. c'était aussi une fatigue physique? Comment étaient, tes nuits finalement? Est-ce que tu dormais bien et tu te sentais quand même épuisé tout le temps, un peu, tout le temps dans le brouillard? Est-ce que aussi physiquement et pour les nuits, c'était compliqué? Tu peux nous en dire plus là-dessus? Alors, on a beaucoup investigué de côté de mon sommeil, puisque j'ai passé avec mon père 3 polysomnographies qui n'ont rien donné. On cherchait notamment l'apnée du sommeil, et il n'y avait rien là-dessus. Et en fait, je suis plutôt ce qu'on pourrait dire un bon dormeur, dans le sens où je m'endors assez facilement le soir. Je suis pas du tout dans la catégorie des insomniaques, puisque moi je m'endors en 20 minutes facilement. Et je vais faire des nuits de facilement 9 heures de sommeil sans problème. Le problème, c'est par contre que la qualité du sommeil, on ne sait pas vraiment comment elle est, et qu'après mes 9 heures de sommeil, bah, je me réveille pas en pétant la forme. Je me réveille plutôt, voilà, il faut que je sorte du lit. Alors, d'un matin à l'autre, ça peut varier, mais voilà, j'ai toujours la fatigue et elle commence dès le matin. Alors qu'on va préciser quand même 9 heures de sommeil pour un adulte, c'est plus que ce qui est donné pour une moyenne, qui est de 8 heures. Mais en Mhm. tout cas, c'est bien, ça fait c'est des bonnes nuits effectivement. On se dit après 9 heures de sommeil, on doit péter la forme. Donc là, effectivement, tu te disais, il y a quelque chose qui va pas et c'est pour ça que tu as exploré toutes les pistes. Mhm. Hem, Dans toute ton exploration, comme tu le dis, tu as été un peu partout. Et c'est ce que tu partages sur ton blog et comme tu le disais, effectivement, tu as fait des vidéos. Tu fais des vidéos d'ailleurs, on peut te Mhm. retrouver sur YouTube. Mhm. Je mettrai les liens dans la description, de ton blog bien sûr et de ta chaîne puisque dans les vidéos tu parles, voilà, face caméra et tu expliques les choses, de façon très simple. Ce sont des vidéos qui sont en plus, assez courtes, faciles d'accès. Donc ça parfois quand on n'a pas le temps de lire des articles de blog, ça peut être sympa aussi. Et donc du Mhm. coup, dans toute ton investigation, si on se concentre sur la partie, sommeil, quel serait le premier conseil, le premier sujet que tu souhaiterais nous partager ici? Le premier conseil que tu pourrais donner aux auditeurs qui nous écoutent, pour prendre soin du sommeil, en tant que au niveau de la quantité et de la qualité? Premier conseil, je pense que le premier conseil que je donnerais, ce serait d'éviter les écrans le soir. Là, moi, je note une très très claire différence entre les soirs où je regarde un petit film ou un petit épisode de série et les soirs où au contraire, je vais plutôt lire. La différence est très nette. Et ça fait partie de ces choses qu'on sait, qu'on a déjà entendues et que pourtant on va pas faire. Parce que on va se dire ah non mais ce soir je le mérite mon petit film, j'ai bien travaillé et tout. Bon, améliorer le sommeil, on verra ça un autre jour. Et du coup on repousse et on fait pas ces choses qu'on sait. Et j'inviterais vraiment à appliquer ce genre de petits conseils tout simples qu'on lit partout sur Internet mais qu'on ne fait pas.
Et en plus, là, tu parles uniquement de la télévision. Or, on sait que la télévision, finalement, c'est entre guillemets «le moins pire», des écrans, si je peux m'exprimer ainsi. Puisque quand on est devant sa tablette ou devant son ordinateur, la lumière est encore plus proche de nous, encore Ah, plus c'est vive clair, avec les c'est spectres clair. bleus. Donc finalement, si la télé a un impact, on peut imaginer, voilà, les conséquences avec un écran qui est ouvert où en plus on travaille parfois jusqu'à 23h-23h30. OK, donc ouais, 1er point et en plus un point qui paraît pas si compliqué que ça, à faire et pourtant, quand on discute avec nos proches ou avec nos amis et cetera, on se rend compte que leur demander de couper les écrans 2 heures avant de se coucher, ça peut paraître tout un challenge. Heu, Qu'est-ce que tu Bah, fais les toi? gens Tu parles savent plus tu quoi parles de faire, la quoi. lecture, mais voilà, c'est ça. Qu'est-ce Les que gens tu savent fais plus toi quoi quand faire. tu regardes pas la télé justement, à part Eh la ben, lecture? eh ben, soit je discute avec ma compagne, soit c'est une bonne question, soit non, moi en général je fais surtout de la lecture, Ouais, ou alors beaucoup de lecture. si j'ai Mmh. des petits bricolages qui restent ou des petites choses, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile quand on a l'habitude de regarder la télé ou les écrans tous les soirs, de se retrouver face avec soi-même. Mais des fois, je fais rien. Je suis là et puis je vais juste méditer un petit peu ou juste travailler justement sur l'art de ne rien faire ou écrire un petit quelque chose sur un. Mais euh, mais j'ai appris à, enfin j'ai pas appris, mais j'ai réussi à tricher pour ceux qui peuvent vraiment pas se passer des écrans. Moi, de temps en temps, j'arrive à tricher. J'ai acheté des lunettes qui filtrent la lumière bleue. Mmh. Alors au début, j'en ai acheté qui filtraient la lumière bleue à 10% ou 20%. Et en fait, finalement, là, j'ai acheté récemment des lunettes qui filtrent la lumière bleue à 100%. Donc c'est vraiment des lunettes avec des verres orange. Et donc tu es complètement dans ta bulle orange. Et même en regardant un petit peu les écrans, la télé, le téléphone, je m'endors quand même beaucoup mieux que si j'avais pas ces lunettes-là. Donc ça permet quand même de filtrer et de bien résister à la lumière bleue tout en faisant des écrans. Donc c'est mieux de pas faire d'écran, mais pour ceux qui arrivent vraiment pas, ça peut être une bonne alternative. Oui, parce que du coup, toi, ça avait un impact sur ton endormissement. Alors malgré le fait que tu sois un bon dormeur, tu sentais que ça repoussait quand même ton heure d'endormissement quand tu étais devant les écrans? Voilà, au lieu de m'endormir au bout de 20 minutes, je vais m'endormir au bout une heure et demie, quoi. D'accord. Et du coup, ce serait pas, envisageable d'utiliser ces lunettes, tout le temps finalement et de rester sur les écrans tout le temps le soir, s'il y a pas d'impact? Tu as quand même noté une Euh, nuance ou alors vraiment tu penses que ça remplace à 100? Enfin, ça je filtre pense en que tout cas à ces 100? lunettes sont vraiment pas mal. Alors, faut trouver, Ouais. il y en a des plus ou moins bien, mais celles que j'ai trouvées sont vraiment pas mal. Et, et, et bon, je pense que oui, en effet, on pourrait peut-être l'utiliser comme alternative complète. Après, moi, j'aime bien essayer d'améliorer mon hygiène de vie et me dire que voilà, est-ce que ce serait pas mieux pour moi quand même de diminuer les écrans et de faire autre chose? Est-ce qu'on part pas un peu notre temps Donc voilà, c'est une question un peu plus profonde. Après, sur le simple effet par rapport au sommeil, je pense que ces lunettes pourraient être une bonne solution. Ouais. Ouais et je trouve que c'est très intéressant justement ce que tu soulèves parce que, parfois on peut avec des artifices, essayer de réduire un petit peu l'impact, négatif que peut avoir, bah, là en l'occurrence on parle des écrans sur nous. Mais malgré tout, je pense qu'il faut pas oublier que, cette activité devant nos écrans, il y a pas que la lumière bleue qui est en compte finalement. Il y a aussi toute la stimulation intellectuelle, toute la stimulation émotionnelle et cette, forme aussi de passivité qu'on a devant les écrans qui rentre en compte, vis-à-vis du sommeil, vis-à-vis de la gestion émotionnelle qu'on peut avoir justement en fin de soirée. Ah bah, c'est sûr que si on regarde un film d'horreur, ça va pas aider. Ouais. Oui et films d'horreur ou émissions. Ou émissions, Mhm. je pensais pas forcément que aux films. Alors, c'est vrai que dans les films, les séries, on il y a de tout, en termes de genre, mais même au niveau des émissions ou des choses qui peuvent être un peu anxiogènes, hein et il y en a pas mal des émissions en ce moment, ne serait-ce que par rapport aux conditions dans lesquelles on est, voilà. Hem, je pense que, pour le sommeil et pour soi-même, en dehors de la lumière, de la problématique de la lumière des écrans, ça peut valoir le coup justement, comme tu disais, d'apprendre à se recentrer sur soi. C'est vrai que moi, je conseille souvent de faire,
de prendre un temps, ça peut être de la lecture, ça peut être effectivement des petits travaux manuels comme tu le disais et ça peut être aussi tout ce qui est automassage, tout ce qui est prendre du temps pour, son corps aussi, tout son être finalement de A à Z. Parce que Donc ouais. une des choses qu'on fait avec ma compagne, t'as parlé d'automassage, ça me faisait penser à ça, c'est tous les soirs de pleine lune, on s'était dit que, et puis on le fait, que tous les soirs de pleine lune, on interdit non seulement les écrans, mais en plus la lumière électrique. Et du coup, on fait une soirée à la bougie. Donc on mange à la bougie et ensuite on discute, on se masse les pieds, on fait vraiment un truc voilà un peu rétro, on utilise le moins possible l'électricité pour vraiment essayer de se retrouver un peu, de couper avec toute cette surstimulation et c'est hyper agréable et en général on dort très bien. Je me doute, Donc, c'est si génial. ça peut en inspirer certains. Complètement, je pense que ça doit créer vraiment un cadre, voilà, très très romantique et très propice à l'apaisement Mhm, effectivement et en plus tu parles des massages, massages des pieds en l'occurrence. C'est vrai que j'ai fait un podcast sur le sujet mais, la les propriétés, presque, presque, médicales du massage, thérapeutique, voilà, c'est le mot que je cherchais, sont extraordinaires, hein, par rapport aux productions hormonales qu'on a et qui sont justement très très apaisantes, très calmes. Donc oui, c'est vrai que les mhm. massages quand on est en couple ou qu'on a la possibilité de le faire le soir, c'est vraiment top. Hem, Stéphane, tu nous as dit que tu avais toute une partie, de ton travail qui avait été, dédiée aux recherches sur, l'électrosensibilité ou en tout cas tout ce qui était lié aux ondes et au rayonnement électrique. C'est un sujet que j'aimerais beaucoup qu'on développe ensemble, savoir ce que tu as trouvé déjà comme information là-dessus et surtout ce que tu as mis en place concrètement chez toi. Mhm. Bah alors, déjà pour commencer, le problème de l'électrosensibilité, c'est un problème qui est facile d'ignorer puisque c'est complètement invisible. Donc c'est un peu comme les pesticides, la pollution, tout ça. Il y a plein de gens qui le sous-estiment parce que c'est invisible. Et en fait, j'étais tombé sur quelques sujets là-dessus par rapport à la fatigue. Et donc j'ai fini par acheter un petit voltmètre. Donc ça coûte 15 balles, c'est vraiment rien. Et à partir de là, j'ai pu mesurer vraiment l'impact des ondes sur notre corps. Donc, tout simplement, quand on se rapproche du Wi-Fi, on se rend compte que la tension qui est induite dans notre corps augmente. Et donc, on peut vraiment mesurer l'impact des ondes très simplement euh, Alors est-ce que tu peux avec un nous petit expliquer voltmètre. comment ça marche? C'est quoi exactement un voltmètre? C'est quelque chose que tu branches sur toi donc du coup? Alors, un voltmètre, c'est un petit appareil. On l'avait tous utilisé un petit peu à l'école. C'est un appareil qui va nous permettre de mesurer la tension alternative. Et donc, on va brancher un des deux embouts à la terre et l'autre, on va le toucher directement au bout du doigt. Et ça va permettre comme ça de mesurer quelle est la tension qui a été générée, la tension alternative qui a été générée par les champs environnants. Et quand tu dis à la terre, c'est quoi exactement? Alors la terre, c'est la terre tout simplement du réseau électrique. Donc vous, tu connais les prises, donc il y a toujours la troisième petite broche. Et en fait, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est donc ça correspond à un câble qui est tout simplement branché sous la maison ou sous l'immeuble dans la terre. C'est pour ça qu'on l'appelle une prise de terre. Mmh. Et ça a un potentiel de zéro, donc ce qui permet justement de mesurer par rapport à un potentiel de zéro. OK, donc tu branches un câble du coup dans une prise et ensuite, tu viens le mettre donc sur toi, heu Mhm. et Alors c'est là pas le ça même câble. permet Il y en a un à un bout du voltmètre et l'autre oui, et tu touches l'autre bout du voltmètre. voilà et tu touches l'autre bout, oui, tu as raison, excuse-moi, il faut faire la précision et du coup ça permet de voir, hem, quel est le champ électrique qui est dégagé en Mhm. fait. Mhm. Donc tout simplement, si tu te mets à côté d'une multiprise et que tu la branches ou tu la débranches, ça va énormément changer. Ça peut faire monter de quelques volts ta tension induite. Donc ça peut être très impressionnant. Effectivement, donc ça permet de faire le constat de ce qui se passe et après quand Mhm. on constate effectivement qu'il y a des choses qui influent sur nous, sur notre champ électrique et donc qui peuvent nuire à nos cellules, et là Voilà. du coup je renvoie les auditeurs au podcast que j'ai fait avec, Florence Rolando qui a écrit le livre,
la 5G et notre santé, où c'est vrai qu'on avait beaucoup parlé aussi de ce sujet-là, mais pas de façon aussi, pratico-pratique finalement, Mmh. donc c'est super, complémentaire. Et donc quand on fait ce constat-là, qu'est-ce qu'on fait après? C'est quoi la prochaine étape? Et ben alors, la prochaine étape, c'est, de se dire: «Bon, bah, comment je m'en protège?» puisque finalement, il y a encore assez peu d'études, sur le sujet, notamment sur les humains. Et donc, comme c'est quelque chose qui va pas être immédiat, donc si on se retrouve dans un champ électrique, assez faible, comme ce qu'on a à la maison, on va pas avoir, une conséquence immédiate. Donc, ce qu'on fait, bah, c'est qu'on se dit, comme je sais pas quelle est vraiment la nocivité qui va être sur moi, je vais m'en protéger le plus possible, principe de précaution. À partir de là, on se rend compte, par exemple, que, quand on a son téléphone en charge, il faut surtout pas le prendre dans les mains puisque là, vous allez, avoir une tension induite qui va augmenter de plusieurs volts. Donc ne pas manipuler son téléphone quand il est en charge. Bizarrement, on pourrait avoir des chargeurs de téléphone, qui soient connectés à la Terre. Aucun fabricant n'en fait, on ne sait pas pourquoi. Donc éventuellement, si vous avez besoin de charger et d'utiliser votre téléphone en même temps, vous pouvez, le faire si vous le chargez sur votre ordinateur qui lui est bien connecté à la Terre et du coup, vous aurez plus le problème. Hem, donc voilà, vous pouvez, expérimenter comme ça à droite à gauche. Est-ce que votre, bouilloire, est-ce qu'elle est bien, connectée à la Terre, notamment si elle est en métal? Tous vos appareils, vous pouvez commencer à les tester. Et moi, je suis même allé encore plus loin puisque j'ai commencé à regarder, quel est l'impact des, courants électriques qui vont être dans le mur, notamment lorsque l'on dort. Avec ma femme, on avait, un câble électrique qui passait, juste derrière, notre tête dans le mur, donc dans le mur, on ne voit même pas en plus, quand on dormait. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé, carrément, disjoncter la chambre pour la nuit et j'ai fait ça pendant plusieurs nuits. Et en fait, elle qui se plaignait de migraine, bah, du coup, du jour au lendemain, elle avait plus aucune migraine la nuit. Donc clairement là, le lien de cause à effet entre les ondes, du câble électrique et ses migraines, a été établi et le problème a été réglé. Et Donc c'est d'accord, et vraiment alors du coup, énormément d'expérience. comment vous avez fait pour régler ce problème-là? Parce que j'ai cru, comprendre que le fait de disjoncter toutes les nuits, c'était pas bon. Au niveau du disjoncteur, ça pouvait créer des problèmes, de court-circuit ou en tout cas que ça pouvait, altérer. Ah bon? Ouais, alors du coup bah, D'accord, je savais pas. en tout cas, c'est quelque chose que oui, que j'avais appris récemment parce que, justement, je m'étais penchée sur la question. Pas de façon si poussée que toi et je m'étais dit: «Bon, si j'essaye, c'est une fois ou 2 et après je ne le ferai pas trop». Donc si finalement, en fait, toi, c'est que tu fais ça tous les soirs, en fait? Tu débranches comme moi, je débranche mon wifi, le soir avant de me coucher. Toi, Ah tu non, non, déconnectes non, et non, je l'ai fait non, non, je l'ai fait d'accord. pendant un mois, après ça va bien. Non, en fait, moi je suis assez bricoleur, assez curieux, scientifique, tout ça. Et donc j'ai trouvé un petit appareil, qui permet, de disjoncter, donc de couper le courant avec, un interrupteur sans fil. Et donc je suis monté un peu dans le faux plafond. Et au niveau du câble électrique qui rentre dans la chambre, j'ai mis ce petit dispositif et donc quand il est capable de couper l'électricité qui rentre dans toute la chambre. Et donc avec un simple interrupteur sans fil, qui est donc, à côté de mon lit et quand je rentre dans la chambre, bah, je peux disjoncter toute la pièce. Et alors vous allez me dire: «Oui, mais votre interrupteur sans fil justement, il émet des ondes». C'est justement, pas le cas. C'est une technologie, qui utilise la force physique de quand vous appuyez sur l'interrupteur pour émettre une onde à ce moment précis et pas et ça émet pas d'onde, autrement. Donc il y a vraiment pas d'onde et c'est hyper pratique. Mmh. Super intéressant. OK, et donc du coup, plus de migraine et une qualité de sommeil, j'imagine bien meilleure la nuit? Oui, Ouais. meilleur, pas complètement retrouvé, mais bien meilleur, ouais. En tout cas, pour ta compagne, du coup, Ah ouais, ouais, c'est ouais. j'imagine que ça a dû être un soulagement, énorme parce que se Mmh. réveiller avec un mal de tête tous les matins, c'est ouais. C'est Et ça. puis surtout qu'en plus, le mal de tête n'est que le reflet d'un di enfin d'une souffrance, du corps. Là, en l'occurrence, c'était Bah, un c'est mal de le tête, corps mais qui s'exprime. Après voilà. soit on l'écoute, soit on prend du Doliprane, quoi. Mmh. Super intéressant. Ouais, ces détails, ces précisions, sont super intéressantes et c'est vrai que du coup, moi j'ai pas de voltmètre, mais je trouve ça très intéressant de faire ce Mmh. test-là.
Alors après, le voltmètre, les limites quand même du voltmètre, c'est que tu vas mesurer surtout les basses fréquences, donc tout ce qui est ton réseau électrique. Si tu Mhm. veux t'attaquer aux ondes mobiles, au Wi-Fi, etc., c'est des fréquences beaucoup plus élevées. On va parler de 2,5 GHz, etc. Là, j'ai dû acheter un appareil qui chiffre tout de suite dans les 350 euros. Donc là, c'est pas forcément abordable pour tout le monde comparativement au voltmètre, mais voilà, qui était pour moi très intéressant pour toutes mes expériences. Donc j'ai quand même investi et je ne regrette pas du tout, quoi. Donc c'est très intéressant ce que tu dis dans le sens où on peut être, sensible aux champs électriques, comme tu dis, donc de basse fréquence, pas forcément Mhm. aux hautes fréquences, tout comme on peut être sensible aux hautes fréquences et pas aux basses fréquences. Donc en gros, faut pas s'arrêter à juste, la recherche sur uniquement les basses ou les hautes fréquences. En fait, c'est un tout. Quelqu'un qui aurait un Mhm. sommeil de mauvaise qualité sans vraiment comprendre le pourquoi du comment et qui s'oriente vers cette piste-là, il faut bien faire les 2 finalement, c'est à Ah distinguer. bah c'est clair qu'en fait, si tu mesures avec ton voltmètre, tu vas savoir si tu as un câble dans le mur. Après, tu sauras pas si le mec, ton voisin, il a décidé de mettre sa box Wi-Fi juste derrière le mur là où tu dors. Mmh. Là, c'est une catastrophe et tu ne mesureras pas avec un simple voltmètre. Mhm. Et pour terminer, Stéphane, sur ce sujet, est-ce que tu peux nous parler du grounding? C'est une notion que tu m'as fait découvrir justement en préparation de cette interview et qui peut aussi, je pense, intéresser nos auditeurs. Alors on l'appelle grounding ou earthing sur les réseaux anglophones pour désigner quelque chose de vraiment finalement très très simple. C'est le fait d'être connecté à la terre. Donc par exemple tout simplement d'aller marcher dehors les pieds nus. Donc on sait que ça nous fait beaucoup de bien d'aller marcher dehors les pieds nus parce que voilà on prend de l'air frais, on se relaxe, on a la nature. Éventuellement, on a de l'activité physique et puis éventuellement même on pourrait penser à la réflexologie qui va faire travailler notre plante des pieds. Mais il y a un mécanisme qui est beaucoup moins connu et pourtant très très puissant, qui est dû au fait que notre peau est directement connectée à la terre. Et en fait, ce simple contact, ça va nous permettre de mettre le potentiel du corps à zéro. C'est-à-dire qu'on n'est jamais vraiment à zéro tant qu'on porte des chaussures. Et donc c'est un phénomène, tout comme les phénomènes électriques dont on a parlé précédemment, qui peut se mesurer très facilement avec un voltmètre. Et donc on va avoir ce phénomène de, dès qu'on enlève ses chaussures et qu'on met un pied nu dehors par terre, on va être connecté à la terre et avoir un potentiel de zéro. Alors ça, il y a une personne qui s'était vraiment penché sur le sujet et qui a vraiment déclenché le mouvement qui s'appelle Clinton Aubert. Il a fait beaucoup d'études là-dessus et il s'est rendu compte que le simple fait d'être connecté à la Terre, de connecter son corps à la Terre, avait de puissants effets antioxydants, anti-inflammatoires, que ça pouvait fortement diminuer des douleurs, des tensions, que ça pouvait améliorer le sommeil. Donc toute une panoplie de bienfaits pour le corps qui sont vraiment très impressionnants. Il y a même une théorie qui dit que ça permet de régler le rythme circadien, que les fréquences émises par la Terre changeraient un petit peu au cours de la journée. Et donc si par exemple vous avez pris l'avion, vous changez de plusieurs heures d'un pays à l'autre, vous allez mettre vos pieds par terre dans la terre et vous allez vous remettre plus facilement à l'heure locale et vous allez vous rendormir probablement plus facilement le soir. Donc c'est vraiment un phénomène passionnant. Et donc pour faire une petite connexion rapide avec ton sujet du sommeil quand même, parce que on va avoir du mal à dormir debout dehors les pieds nus. Ce qu'il existe maintenant, c'est des systèmes où on va en fait ramener la terre à son lit. Donc on va prendre un piquet, on va le planter dans son jardin, et puis on va le relier avec un simple câble électrique vers son matelas. Et puis, alors il y a des systèmes à faire soi-même, de se connecter, même avec un bout de métal, on peut se connecter à la terre si on tient un bout de métal dans sa main. Maintenant, il existe quand même des solutions plus confortables qui sont par exemple des draps
tissés avec des mailles d'argent qui vont être du coup, une fois qu'ils sont branchés, complètement conducteurs. Et donc quand on se couche dans son lit bien confortablement, et ben en fait on va avoir le potentiel de la terre. Donc c'est comme si on se couchait sur la terre qui est dehors dans notre jardin, et tous les bienfaits vont être associés, et notamment énormément de bienfaits pour le sommeil. Super la précision. Ok, super intéressant. Stéphane, est-ce que tu pourrais nous parler de méditation, de techniques de respiration, toutes ces techniques qui sont pas directement liées au sommeil en tant que tel, et qui Mhm. pourtant vont avoir une répercussion sur le sommeil. Ce sont deux techniques, enfin, de façon générale, les techniques de respiration ainsi que la pratique de la méditation sont des choses qui sont chères à mon cœur, que j'aime pratiquer et dont j'aime parler. Et j'aimerais beaucoup savoir ce que tu en penses et ce que tu as pu expérimenter, toi. Bah, moi, ce que j'ai pu remarquer, c'est que on avait énormément sur Internet et des applications, etc., pour nous aider à méditer, pour nous aider à respirer. Et il y a presque plus de conseils que de personnes qui pratiquent. Donc c'est assez marrant. En fait, notre problème, c'est pas de savoir comment méditer. Notre problème, c'est pas vraiment de savoir quels sont les bons exercices de respiration. Notre problème, c'est de le mettre en pratique. On va regarder plein de techniques de méditation. Il y en a qui vont vraiment être experts en la matière, mais qui vont méditer très peu parce que notre cerveau nous joue des tours, notre inconscient résiste. Et donc, on va méditer une semaine, 2 semaines, et puis on va finir par arrêter. Et donc, je pense que là, plutôt que de rechercher vraiment comment méditer, quelle est la bonne technique, est-ce qu'il faut faire du transcendantal ou aller chercher le troisième œil ou peu importe et se perdre à la limite dans ces techniques, vaut mieux dire ok, la méditation ça va être très simple, je vais me poser 10 minutes et je vais rien faire et puis je vais me concentrer plutôt sur quelles sont les techniques que je vais voir tous les jours, pendant un an, pendant 2 ans, et non pas juste une semaine, pas 2 semaines, mais vraiment comment asseoir ces pratiques-là sur le long terme pour pouvoir voilà qu'elles nous bénéficient vraiment de façon efficace et prolongée, Mhm. quitte à commencer par 10 minutes par jour. Et donc on va non Tu, pas tu dis, chercher des quitte à commencer par 10 minutes par jour, mais pour de nombreuses personnes, et moi la première quand j'ai démarré, eh ben en fait j'ai eu du mal à les trouver les 10 minutes, ce qui paraît aberrant. On a tous 10 minutes dans notre journée, mais les consacrer à ne rien faire, ah bah c'est c'est un, toujours c'est plus un facile vrai de trouver challenge. 10 minutes pour son téléphone que trouver 10 minutes pour méditer. Ouais. Mm. Oui, excuse-moi, je t'ai coupé, mais c'est vrai que c'est comme tu dis, le cerveau a ses résistances, c'est intéressant. Ah bah ouais, ouais. Et on a le subconscient, c'est comme si on avait un petit enfant à l'intérieur de soi qu'il faut apprivoiser, ouais, avec lequel il faut négocier. Ouais. Et donc du coup, on va essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait pas utiliser, peut-être détourner certains plaisirs pour faire ces choses-là. Euh, Moi alors là, je pense pas à la méditation, je pense par exemple, peut-être moi quand j'ai arrêté le sucre dans l'alimentation, de trouver d'autres plaisirs dans des fruits et des légumes qu'on n'avait pas l'habitude de manger. Donc peut-être utiliser les plaisirs. Ce qu'on peut faire aussi, c'est utiliser bien sûr des rappels ou des applications. Donc tous les jours à telle heure, euh, se mettre un rappel tout simple, même un réveil, ou alors avoir des applications un peu plus poussées qui vont essayer de nous coacher vraiment et nous dire alors t'as pas médité, essaye de méditer, qui vont nous pousser, qui vont nous féliciter quand on s'y tient. Et puis je crois que le plus solide, c'est quand même d'utiliser les habitudes existantes. Donc les habitudes fortes, le fait de, par exemple, se brosser les dents, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours de façon automatique. Et ben on va dire, ok, alors tous les jours, après m'être brossé les dents, je vais méditer 10 minutes. Et donc comme de toute façon tous les jours on va se brosser les dents, et ben après s'être brossé les dents, on peut accrocher cette pratique de la méditation jusqu'à ce que ça fasse partie de notre routine. Et donc ça c'est ce qui marche le mieux en général pour moi. Pour implémenter une nouvelle habitude. Mm. Absolument. Qu'est-ce que tu as perçu, toi, comme bénéfice sur peut-être ton sommeil? Parce qu'effectivement, sur la qualité du sommeil, sommeil profond principalement, sur ta vivacité au quotidien,
de la pratique de la Euh, méditation quotidienne, comme ce que tu nous expliques ici? alors, moi, j'ai clairement remarqué que j'étais beaucoup plus calme, beaucoup plus serein et que j'avais moins cette espèce de cerveau qui part dans tous les sens et qui est toujours à 10 000 à l'heure en train de penser il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Et on est vraiment beaucoup plus posé. Donc, c'est vraiment très agréable. On a un niveau de stress qui est plus faible et donc ça facilite aussi l'endormissement puisque quand essaye de s'endormir mais qu'on pense à 10 000 trucs, bah, ça marche pas. Mmh. Oui, et c'est vrai que la méditation, c'est pas toujours évident de voir les effets, tout de suite et c'est tout à fait normal finalement. Comme tu dis, c'est justement la répétition, le fait que ce soit tous les jours, que ce soit régulier, qui nous permet d'en tirer les fruits. Je trouve que vis-à-vis du sommeil, du calme et de la détente, les techniques de respiration sont un petit peu plus rapides dans les effets, vu que ça joue directement sur le système nerveux. J'ai l'impression que quand on se concentre sur sa respiration, comme tu dis, quelle que soit finalement la technique, ça va permettre de s'apaiser physiquement de façon assez rapide. Est-ce que ça, tu l'as constaté? Ah bah clairement, quand on fait des exercices, que ce soit de la méditation ou de la respiration, bah déjà on peut sentir qu'on se sent mieux, on se sent un peu plus détendu. C'est quelque chose de subjectif, mais qui se ressent fortement. Et puis on sent même que parfois son battement du cœur ou sa respiration est plus lente, que le corps voilà arrive à se relâcher. Et c'est quelque chose qu'on ressent et qu'on peut même s'amuser à mesurer. Je pense si on mesure ses battements du cœur, on peut voir peut-être descendre de quelques points. Donc oui, clairement, ça c'est. Alors ce serait encore plus intéressant si on avait des IRM pour aller voir ce qui se passe dans notre cerveau, mais déjà au niveau physique, il se passe énormément de choses. Ouais. Mmh, mmh. Et c'est vrai que moi, les fois où il m'arrive de me réveiller la nuit pour X ou Y raison, ou même si c'est, voilà, une stimulus pardon, extérieur et que je dois me rendormir, heu, je ne passe jamais à côté de 5 minutes de respiration. Enfin, et je trouve que c'est assez magique la sensation que ça fait sur le corps. Mmh. Mm. Je suis bien d'accord. Justement, en parlant de détente et d'angoisse, en préparant cet échange, tu m'as parlé d'une astuce que tu partages et j'aimerais bien que tu nous la partages ici parce que j'ai trouvé que c'était super génial. Je ne l'avais jamais entendu parler de cette astuce pour justement gérer, par exemple, une crise d'angoisse qui arrive et c'est vrai que les crises d'angoisse, bah, justement, au cœur de la nuit, quand on se réveille, qu'on peine à se rendormir, on peut se sentir envahi par cette angoisse de la nuit, du réveil surtout qui va arriver. Quelle heure il est? Combien de temps il me reste avant le réveil? Et cetera. Et ça, c'est très dur à gérer et parfois, la respiration en tant que telle, ne suffit pas. Alors C'est oui, c'est une astuce assez originale puisque en fait quand on va avoir donc ça s'appelle l'EFT. Et donc, quand on va se retrouver face à une émotion négative très forte, une angoisse ou même une addiction, plutôt que d'essayer d'avoir une approche traditionnelle, en fait, ce qui se passe, c'est que l'émotion négative, elle va être à un endroit du cerveau. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va penser à cette émotion, donc via certaines phrases, et tout en pensant à cette émotion, on va tapoter à certains endroits du visage, certains endroits du corps. Et en fait, ces petits tapotements vont activer un autre endroit du cerveau. Et donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est que en- on a deux endroits du cerveau qui s'activent et le cerveau, il va pas comprendre pourquoi ces deux endroits s'activent tout à coup en même temps. Et donc, il va être tellement confus qu'il va finir par déprogrammer l'émotion négative ou l'angoisse ou la forte addiction que vous aviez. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Alors, en podcast, ça va être difficile à montrer parce que, et puis ce serait, je pense, euh, un sujet qui prendrait trop de temps, mais c'est comme c'est assez visuel puisqu'il faut tapoter certains endroits du corps et puis il y a une certaine phrase à dire, etc. Je pense qu'on va pas approfondir ici, mais voilà, EFT, vous pouvez chercher sur Internet, c'est assez puissant. et c'est un acronyme de quoi? EFT? Alors ça veut dire Emotional Freedom Technique, donc c'est technique de libération des émotions. D'accord. C'est quelque chose qui se pratique une fois et on sent tout de suite que, il y a quelque chose qui se diffuse ou, c'est quelque chose qu'on doit pratiquer plusieurs fois par rapport à une émotion en Alors particulière?
Alors, dès la première fois, ça va être efficace. Par contre, ça va pas suffire. Il va falloir quand même faire des piqûres de rappel plusieurs fois avant vraiment de, de pouvoir prendre du recul par rapport à éventuellement l'addiction ou la forte émotion qu'on avait. Mmh. OK, super. Bah, pour ceux qui sont intéressés, ils pourront taper EFT ou aller voir aussi les vidéos où tu en parles. C'est très explicite. Effectivement, c'est mieux en vidéo qu'à l'oral uniquement. Il y a quelque chose aussi que tu m'as partagé Stéphane et qui m'a fait sourire parce que, je suis exactement dans la même situation et personne autour de moi, ne trouvait ça, très logique ce que je leur racontais, le fait que j'étais très sensible au chocolat noir et que ça m'empêchait de m'endormir le soir si j'en mangeais par exemple, trop, deux ou 3 carrés dans la soirée, c'était fichu, même à 4 heures, c'était vraiment très limite et tu m'as dit, là justement récemment que pour toi c'était exactement la même chose. Hem, Tu peux nous parler de ça justement, de tout ce qui peut être un peu excitant, empêcher de s'endormir le soir, donc caféine, théine, la théobromine, du chocolat, ou d'autres boissons comme l'alcool par exemple qui ont effectivement, qui altèrent la qualité du sommeil ou la quantité du sommeil. Mhm. Qu'est-ce que tu as Bah, constaté toi? en fait, déjà, ce qui est marrant, c'est que quand tu regardes un peu sur Internet, est-ce que le café, ça va ou ça va pas, tu vas voir les bons côtés. D'un côté, c'est super, il y a quelques trucs bien et les polyphénols. Et puis de l'autre côté, bon, voilà, c'est un excitant, faut faire attention pour dormir. Il faut pas en prendre trop. Et puis on va te dire, si tu prends un café le matin, voilà, après, avant 15 heures, c'est bon. Et puis voilà, c'est des règles qui sont très vagues, très pour tout le monde. Et donc moi, pendant très longtemps, je buvais mon café le matin, voire le midi, 2 par jour. Même il y a des époques où j'en buvais beaucoup plus. Puis un jour, j'ai cherché un peu plus, et puis je me suis rendu compte que en fonction de ton patrimoine génétique, on a 3 catégories de gens. On a ceux qui vont très très bien métaboliser la caféine. Donc eux, ils peuvent prendre un café le soir et en effet, ils vont très bien dormir. On a les gens qui sont un peu plus dans la moyenne, qui devraient éviter après 15 heures en effet. Et puis on a les hypersensibles à la caféine, et j'en fais partie. Et alors ces personnes-là, moi, par exemple, si je prends un déca le matin, ça m'empêchera de dormir le soir. Donc je suis vraiment hyper sensible. Et pourtant, j'ai passé des années de ma vie à marcher au café, hein. Et maintenant, aujourd'hui, là, alors moi, je prends du chocolat noir à 100%. Donc, forcément, il y a plus de caféine, mais parce que j'ai arrêté beaucoup de sucre. Si je prends un demi-carré de chocolat le midi, je vais le sentir le soir, quoi. Je vais avoir plus de mal à m'endormir. Donc, la caféine a vraiment des effets. Moi, le décaféiné, je le sens, quoi. Voilà. Et puis, il faut pas oublier qu'il y a aussi de la caféine dans le thé vert, etc. Donc, c'est très simple. Il suffit de passer 2 semaines, même déjà une semaine sans café, et voyez comment vous vous sentez. Et, et puis si vous faites partie de ces gens qui métabolisent bien la caféine, pourquoi pas reprendre, mais au moins vous saurez ce qu'il en est pour vous, quoi. Euh, Alors, dans les recherches que tu avais faites, est-ce que tu as trouvé que, alors je ne savais pas que c'était en fonction de son patrimoine génétique, pardon, je pensais que c'était en fonction mhm. de son métabolisme de base, donc c'est intéressant ce que tu dis. Et tu penses que même les gens qui le métabolisent bien et qui peuvent prendre un café après 15 heures sans avoir de problème d'endormissement, est-ce que tu as trouvé, des études qui, montrent que la qualité du sommeil est la même? Parce que d'après par exemple, Matthew Walker qui a écrit le livre «Pourquoi nous dormons», qui est vraiment très, très reconnu dans le domaine du sommeil. Selon lui, même si la caféine n'empêche pas de s'endormir, elle va quand même altérer, les phases de sommeil, profond en créant des micro-réveils dont on ne se rappelle pas et pourtant ça altère, ça découpe le sommeil donc il est moins récupérateur. Est-ce que, ça tu l'as vu, tu l'as trouvé, tu as pu le je sais pas, le constater sur des Alors non, recherches? j'ai pas trouvé directement d'études là-dessus, ni pu le constater. Après, c'est vrai que la demi-vie de la caféine, je crois que c'est 5 h 30. Donc demi-vie, ça veut dire que il en reste encore la moitié de ce qu'on a consommé au bout de 5 h 30. Donc même si on prend à 15 heures, c'est pas étonnant qu'il en reste encore pendant la nuit, qui vont continuer à déclencher, à stimuler euh, l'éveil et donc perturber le sommeil. Ce serait assez logique. Après, j'ai pas trouvé vraiment d'études sur le sujet. D'accord.
Ok, bon, c'était juste une petite parenthèse. Mhm. Ok. Et c'est vrai que là, du coup, ça nous permet de faire le pont par rapport à l'alcool, qui, pour le coup, à l'inverse du café, est complètement sédatif. Donc, on a Mhm. tendance à s'endormir facilement. Mais pour le coup, il se passe plein de choses pendant notre sommeil quand on a consommé de l'alcool le soir. Bah ouais, Euh, alors l'alcool, il est à la fois sédatif et excitant. C'est-à-dire qu'en fonction de la dose, en fonction des personnes, vous allez soit vous endormir, soit être hyper excité. Mais moi, oui, c'est que avec un seul verre d'alcool, un verre de bière ou un verre de vin, même des fois un demi, je vais m'endormir beaucoup plus facilement. Donc on se dit super, on dort mieux pour les gens qui n'arrivent pas à dormir. Sauf que bah, la qualité du sommeil est en effet altérée. Et puis moi en plus, alors je sais, je l'avais lu, je sais plus où, mais je suis pas le seul. Il y a un effet qui fait que quand on s'endort avec un peu d'alcool, on se réveille vers les 3 heures, 2, 3 heures du matin, des fois 4 heures, ça dépend à quelle heure on s'est endormi. Et puis pendant 1 heure ou deux, on va être réveillé. Et après, je me rendors. Et ça perturbe énormément mon sommeil. Donc, ouais, l'alcool, moi, j'ai pu le constater. Ça perturbe beaucoup. oui, parce que toi, du coup, de base, tu n'es pas sujet au réveil nocturne. Là, Non. tout ce qui a pu altérer ton sommeil jusque-là, alors qu'en plus tu étais plutôt bon dormeur, c'était plutôt sur l'endormissement, sur tout ce que tu nous as partagé là, donc le café, les écrans, et cetera. Et donc pas Ouais. sujet au réveil nocturne. Et avec l'alcool, si. D'accord. Bah ouais, Et c'est même le avec côté un verre de vicieux. vin. Mmh. Ouais, c'est le côté vicieux de la chose, puisqu'on se dit, bon, bah, de toute façon, ça va, j'ai bien dormi, et puis on compte un peu la quantité de sommeil, et on s'adresse pas toujours à la qualité de sommeil qui est très, très difficile à quantifier. Et donc, du coup, donc ça, ouais, ça agit Mmh. par derrière. Mmh. Et je crois d'ailleurs, hem, je suis en train de réfléchir, la cigarette est pour le coup un excitant aussi. La cigarette est un excitant, mais je ne saurais pas dire jusqu'à quelle heure, pour les personnes qui sont fumeuses, je ne saurais pas dire jusqu'à quelle heure, la dernière cigarette, elle perturbe le sommeil. Je ne sais pas si Je tu as pourrais pas déjà te fait dire. Moi, en des tant recherches que là-dessus? Non? Non? non, en tant que non-fumeur, c'est pas vraiment un sujet qui me passionne. Après, la cigarette, c'est aussi assez ambivalent puisque certes, il y a des phénomènes qui vont t'exciter, mais pour beaucoup de gens, le fait de fumer, c'est comme faire un exercice de respiration qui va aussi les calmer. Donc, on a un peu cette ambivalence de ça me calme et ça m'excite à la fois. Ça dépend des personnes, ça dépend de l'état d'esprit peut-être. Et puis peut-être de la quantité aussi? Et- Et aussi, de ce qu'on fume, puisque par exemple le cannabis pour le coup va avoir un effet, complètement similaire à l'alcool, à savoir que ça facilite l'endormissement et pourtant ça vient perturber la qualité du sommeil et surtout ça vient, réduire, voire pour certaines personnes supprimer les phases de sommeil paradoxales qui sont, Mm, mm, mm. extrêmement importantes pour la gestion des émotions, la façon dont on va relationner aux autres et du coup on est beaucoup plus, stressé et moins apte à gérer nos émotions le lendemain. Donc on va consommer plus de cannabis pour nous aider à nous calmer et le Ouais, ouais, pied ouais. dans le C'est cercle vicieux, il est mis, c'est très, clair. très facilement. Mmh. Et on croit à dormir, donc on remet pas en cause le Ouais. sommeil, alors que la qualité est pas au rendez-vous, quoi. Mmh. Et d'ailleurs, c'est vrai aussi pour le sucre. Là, tu nous as dit à plusieurs reprises avoir, réduit ou presque arrêté la consommation de Mhm. sucre. C'est vrai aussi pour ça quand on consomme du sucre, qu'il y a des grignotages, par exemple, le soir en fin de soirée, pardon, ou des repas, des dîners qui sont soit tardifs, soit vraiment beaucoup trop glucidiques, comme des gros plats de pâtes Mhm. avec un dessert, par exemple, c'est assez catastrophique pour le sommeil dans le sens où il est de moins bonne qualité et pourtant on ne s'en rend pas compte et on remet pas ça en Ouais. cause. Puis c'est Tu l'as sédatif en plus, constaté quoi. toi? C'est vrai en plus, ouais. Tu l'as Ouais. constaté du coup à titre personnel? Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu réduire, arrêter le sucre? C'était, Alors, en lien avec ton sommeil, en lien non, avec, non, c'était plutôt en lien avec l'hygiène de vie, parce que c'est quelque chose que tu retrouves partout. mmh, Euh, alors, faut quand même nuancer. J'ai pas arrêté toutes les formes de sucre, hein. Si c'est des fruits, je mange beaucoup de fruits, surtout en ce moment, qui contiennent plein de sucre naturel. Mais j'ai évité tout ce qui est sucre raffiné, industriel, puisque voilà, il n'y a pas les nutriments qui vont avec, les tu as vitamines, raison de le etc. préciser effectivement. Dans ma tête, c'est évident, mais tu as 1000 fois raison de le Mm, préciser. mm. Ouais, tout ce qui est sucre raffiné. Mmh. Donc voilà, c'est plus parce que niveau santé, c'est pas vraiment top, quoi.
Mais le sommeil, je t'avoue que l'impact du sucre et du sommeil, moi, je sais que un bon repas, c'est un côté sédatif, et que ah si, par contre, ce que je pourrais quand même vous dire, c'est que moi j'ai remarqué, moi j'aime bien m'expérimenter à l'effet inverse qui est le jeûne. Et donc quand je mange pas du tout de toute la journée, donc même si à la limite même si je saute le repas du soir, se coucher le ventre vide, ça va faire que je vais dormir à peu près 1 à 2 heures de moins, tout en étant presque mieux réveillé et plus frais et plus dynamique le matin. Donc ça, Donc, c'est très d'accord, marrant à tu t'en sors observer, au ouais. niveau du dynamisme et de ta forme le lendemain matin. Mhm. Physique et mental, les deux. Ouais, ouais. Parce que probablement que la digestion consomme énormément d'énergie et que quand on n'a pas cette consommation de tout ce travail de digestion à faire, bah, le corps peut-être se concentrer sur des tâches plus importantes de fond, de nettoyage, voilà, Mm. nettoyage du corps. Donc on se sent mieux le matin. Et du coup, c'est vrai que tu as utilisé un terme qui est super important, je trouve. C'est le fait que tu as testé, que tu testes en fait et que tu testes énormément de choses. En fait, tu testes, tu vois ce qui est bon pour toi. J'imagine qu'il y a plein de choses que tu as testées, que tu as laissées de côté, qui ne te convenaient pas, Mhm. et qu'il y a beaucoup de choses que tu en avais juste entendu parler et tu l'as testé et finalement ça t'a changé la vie sous certains aspects. Mhm. Ça, c'est quelque chose qui ressort de ce que tu écris, ça ressort de tes vidéos. Et cet état d'esprit justement que tu as, je m'y retrouve aussi beaucoup parce que, justement, le fait de sortir de sa zone de confort et de tester les choses, c'est loin d'être facile, beaucoup plus difficile que ce qu'on croit et finalement, c'est là où on a les meilleures ressources, où on trouve, ce qui est le plus intéressant. Est-ce que tu peux me parler de ton état d'esprit quand tu as commencé justement tes recherches? Heu, Qu'est-ce qui t'a animé et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu as pu découvrir autant de choses? Bah déjà, je suis très très curieux. Donc forcément, tout ça, en fait, tous les sujets que je peux lire, à chaque fois que je trouve une nouvelle chose, que ce soit sur la santé ou le sommeil, ça me passionne. Et, euh, et puis j'adore expérimenter sur moi-même. Et donc c'est parce que c'est en fait c'est une très bonne façon d'apprendre à se connaître. De voilà, si je fais ça, euh, comment je vais réagir. Si je prends une douche froide, qu'est-ce qui va se passer? Et donc euh, et donc de fil en aiguille, j'expérimente. Il y a toujours le sujet du moment et surtout j'y prends beaucoup de plaisir. Et donc du coup, bah, forcément, ça devient presque un mode de vie. Et donc on se retrouve voilà, de fil en aiguille, à avoir super hygiène de vie, et à savoir ce qui marche pour soi, ce qui marche pas et qu'on met de côté en effet. Et, euh, et voilà, ça répond. Et donc j'espère via mon blog donner plein de conseils d'hygiène de vie, parce que pour revenir aux médecins, ce qu'on dit souvent sur Internet pour se moquer un peu d'eux, c'est que ils s'occupent des maladies et du coup, bah, ils s'occupent pas de la santé, quoi. Mmh. Et donc, Oui bah, et la c'est vrai santé, que quoi. toi de part en plus, comme tu le disais, ton père qui est médecin, ça Mhm. aurait été très facile finalement d'uniquement attendre une aide de l'extérieur et tu aurais pu suivre un parcours, finalement d'être un petit peu, hem, entraîné d'un spécialiste à un autre et puis finalement d'attendre que ça vienne. Comme une pilule magique, hein, justement, Bah, comme c'est ce le fait que de j'ai prendre fait des au médicaments. début, hein, c'était vraiment d'avoir toute Mais confiance dans le milieu médical. mais Et puis finalement, quand tu es j'ai vu que sorti de ça. Mmh. ah ouais, quand j'ai vu que ça marchait pas et que c'était de déception en déception, je me suis même retrouvé à Sainte-Anne à remplir un questionnaire pour savoir si j'étais dépressif, alors que bon, bah, j'ai trouvé que j'étais pas du tout dépressif. Euh, c'est très frustrant. Donc, et puis le problème, c'est que la France, en particulier, mais c'est maintenant un peu une vérité partout, c'est que on nous apprend vraiment, le système nous apprend à aller chez le médecin et à ce que le problème soit réglé tout de suite via un médicament. On va jamais le médecin va pas vous prescrire d'aller, je sais pas, méditer et de manger plus de fruits et légumes. Le médecin, pour justifier son chèque,
il va vous donner systématiquement des pilules pour régler votre problème au plus vite. Si en plus votre problème il va être réglé trop longtemps et ça va prendre trop de temps, si c'est quelque chose qui demande des efforts et du temps, bah qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir un autre médecin qui lui peut-être a une autre pilule magique. Et donc il faut vraiment sortir de cet état d'esprit qu'on nous a enseigné pour apprendre à sortir de sa zone de confort et vraiment aller redynamiser, restimuler son corps et essayer finalement non pas de trouver cette pilule magique, mais de laisser le temps au corps et les moyens au corps de se guérir tout seul. Donc c'est vraiment une approche complètement opposée qui fait beaucoup de bien. C'est une approche qui est effectivement complètement opposée et pour le coup, je pense que, les 2 sont complémentaires à partir du moment où justement on prend assez de recul. Parce que ça reste quand même intéressant de pouvoir, passer des tests du sommeil comme tu l'as fait. En l'occurrence pour toi, il n'y a pas eu d'apnée du sommeil qui a été diagnostiquée ou pas de syndrome des jambes sans repos, des choses comme ça, mais ça peut Mhm. être quand même intéressant de passer ce genre d'examen et de savoir, ce qu'il en est, des choses qu'on ne peut pas forcément se détecter soi-même. Ça peut être intéressant aussi d'avoir un suivi avec le corps médical Ah, pour des tout à choses fait qui nous raison. dépassent, Je suis pas, je mais suis pour pas le du tout coup en train de dire que il faut pas aller voir son médecin, surtout pas, sinon non, non, mais je vais complètement, avoir des problèmes. Non, non, complètement, mais c'est j'entends vrai bien, que mais c'est, justement, c'était pour préciser parce que je pense, tout à fait qu'on est sur la même longueur d'onde là-dessus, mais c'est pour préciser que justement, c'est pas parce que on fait une démarche avec des médecins qui peut être tout à fait, indispensable et essentielle, qu'il faut pas faire de, démarche ailleurs et ce que tu absolument. dis, c'est vrai, c'est-à-dire qu'on est dans un état d'esprit où en gros, on a un souci, le premier truc qu'on fait, c'est qu'on appelle son médecin, on va le voir, on attend la solution et puis ça s'arrête là. Alors qu'en fait, finalement, le chemin médical, on va dire, conventionnel, moi je l'estime comme une voie et en parallèle, on a plein de choses à faire et justement toi tu en es, la preuve vivante. Moi aussi, vraiment par rapport à la thématique du sommeil pur et dur, où on a fait chacun notre chemin en parallèle et en fait on a découvert, un univers, on a découvert énormément de choses et si on s'arrête uniquement à la voie, purement conventionnelle et c'est vrai que j'ai une petite anecdote là par rapport à ce que tu disais où les médecins ils sont quand même dans un état d'esprit de prescription. Parce que j'ai des soucis au genou et je voulais aller plus loin justement, savoir, ce qu'avait, mon genou, donc passer un examen et en fait, quand je vais voir mon médecin pour pouvoir aller plus loin dans les examens, passer un IRM notamment, le médecin me dit: «Bah, je vais vous prescrire des anti-inflammatoires». Je lui dis: «Mais je n'ai pas de douleur. Je sais qu'il y a un souci quand je fais de l'activité physique, mais j'ai pas mal, j'ai pas besoin d'anti-inflammatoires». Mmh. Il a lourdement insisté en me disant que je devais prendre ce traitement-là. Il m'a fait l'ordonnance pour que je prenne les anti-inflammatoires que je n'ai pas pris. Mais, j'ai trouvé que c'était le monde à l'envers. C'est-à-dire qu'en fait, je ne venais pas pour des douleurs et je n'avais pas besoin de ces anti-inflammatoires et finalement, je suis repartie avec mon ordonnance. Donc après, bien sûr, tous les médecins fonctionnent pas de la même façon, mais je pense qu'il faut quand même se méfier du trop de prescriptions et tu le dis très bien. Et pour le coup, à l'inverse, parfois, je pense aussi que c'est compliqué d'être à la place du médecin, dans le sens où les gens viennent avec, l'envie que d'avoir une solution immédiate, tout de suite, maintenant Il y a une et pression très forte au niveau de la médecine et oui. Mmh. en fait, le problème, c'est que les médecins ne s'autorisent pas à dire à leurs patients, je ne sais pas ce que vous avez. Et donc, du coup, Mmh. plutôt que de dire je ne sais pas, ils vont dire ah, prenez ce petit truc, un truc voilà, un peu inoffensif, mais ils vont quand même faire une petite prescription. Et puis faites attention à votre stress, et puis ça va passer. Mais ils vont jamais avouer de but en blanc, bon, bah, je suis désolé, mais là, je sais pas ce que vous avez. Et donc voilà, il y a toujours une prescription à la clé, et puis voilà. Surtout Et pour puis surtout pour des sujets comme là, le sommeil ou la fatigue de façon générale, qui peuvent d'une certaine manière être assez, subjectifs et en plus dont on sait peu, hein, parce que même ce qu'on sait sur le sommeil aujourd'hui, on sait qu'on en est qu'au balbutiement ah avec, bah tout ouais. ce qu'on découvre sur le cerveau, donc finalement on sait peu de choses et du coup par rapport à ça, les médecins sont souvent démunis et je trouve que tu le dis très justement, ils ne s'autorisent pas forcément à dire, «Bon, on va continuer à chercher parce que là, je ne sais pas». Mmh. Ouais, ouais. Et puis même si ils savent et qu'ils vous donnent le bon médicament, finalement, vous restez dépendant de ces médicaments, alors que en cherchant du côté de toutes les alternatives, ben, on va s'armer d'outils qui vont nous rendre plus autonomes et plus peut-être plus résistants à la fatigue, plus résistants à la maladie. Et donc voilà, on progresse vraiment, on s'enrichit plutôt que d'être dépendant d'un système de médicaments
Donc c'est quand Et même, d'ailleurs, c'est une question que je ne t'ai pas posée, mais là, ça s'y prête. Est-ce que toi, tu en as pris des médicaments pour ça? Et si oui, lesquels et comment ça s'est passé? Parce que du coup, moi, je sais que pour mes insomnies, j'ai pris, beaucoup de médicaments et j'en suis revenue. Et je sais que pour le coup, là, par rapport à ma vivacité, intellectuelle, mentale, cognitive, tout ce que tu veux, ça m'avait énormément impactée. Alors que finalement sur mon sommeil, ça ne résolvait pas du tout le problème. Toi aussi, est-ce que tu as été dans ce chemin-là au début? alors n'étant pas insomniaque, j'ai pas tellement eu besoin. Non, pas J'avais forcément pour le sommeil, hein, j'entends bien, mais je voulais dire par rapport à, des choses qui peuvent mmh. stimuler, qui peuvent faire fonctionner le cerveau, différemment par rapport toi à ce brouillard que tu pouvais ressentir? Ouais, 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 bah, j'ai alors pas vraiment du côté de la médecine médicaments, mais du côté des compléments alimentaires, ouais. Ouais, ouais, tout ce qui est vitamine C, magnésium, j'avais essayé le ginkgo biloba et des trucs à droite à gauche comme ça. Euh, voilà, sans qu'il y ait de changement radical, quoi. Des fois, ça aide un petit peu, mais plus côté complément alimentaire que côté vraiment molécules prescrites par un médecin, quoi. Et aujourd'hui, les compléments alimentaires, tu recommanderais ça justement? Euh, Avec tout ce que alors, tu as expérimenté? alors oui, oui, à condition que, encore une fois, vous fassiez l'expérience. Si vous lisez, par exemple, que le magnésium va vous aider à vous endormir, vous faites l'expérience. Et puis, si en effet vous constatez un effet que vous allez mieux, euh, dans ce cas-là, vous pouvez prolonger, mais surtout pas tomber dans le piège du j'ai lu que ça c'était bon et j'ai lu que ça aussi c'était bon et on commence à tout prendre. On ne sait pas quel complément agit s'il agit et on se retrouve à avoir une batterie de compléments alimentaires qui vont nous revenir à très cher et qui sont au mieux qui font rien et au pire qui sont néfastes. Donc voilà, si on constate un mieux, pourquoi pas. Mais il faut faire ça avec voilà, beaucoup de recul et d'expérimentation. Mmh. Mmh. Bah, du coup, je trouve que c'est un ça pourrait tout à fait être un joli mot de la fin. Faire les Ouais. choses avec recul, avec expérimentation et puis pas prendre ce qui fonctionne pour le voisin pour quelque chose d'acquis pour nous. Bah, c'est clair. On est tous Après, au différents. besoin, vous pouvez toujours fouiller un peu dans cette piste en faisant, par exemple, un test ou en envoyant ses cheveux dans un laboratoire qui va vous dire, voilà, vous avez des carences de ceci, vous avez trop de cela. Et donc là, vous avez vraiment quelque chose d'objectif que vous pouvez essayer et éventuellement essayer de rééquilibrer de façon plus scientifique que juste un article que vous avez lu Mmh. à droite à gauche, quoi. Mmh. Oui. Ou une prise de sang, hein, une analyse de sang qui permet aussi de Alors, révéler des choses, Alors oui, mais des fois le sang arrive très bien à se rééquilibrer et à cacher les carences. Et puis le sang, ça va être vraiment un cliché instantané de ce qui se passe pour vous au moment de la prise de sang. Alors que avec une analyse des cheveux, ça va refléter finalement ce que rejette le corps, ce qu'a rejeté le corps pendant les 2, 3 derniers mois. Et donc, on aura vraiment quelque chose de plus significatif. Si le corps n'a pas rejeté du tout de magnésium pendant les 3 derniers mois, c'est vraiment qu'il en manque quelque chose qu'on ne verra pas forcément aussi évidemment sous forme de prise de sang. Donc, les deux peuvent être complémentaires, mais moi, j'aime bien le test des cheveux, par exemple. super intéressant. Je ne connaissais pas cette nuance. Je savais effectivement que parfois les prises de sang étaient, pas forcément, reflétaient pas forcément la réalité, mais pas pour ces raisons-là. Je ne savais pas qu'on pouvait faire des tests avec les cheveux. Bah, super, Mhm. merci beaucoup pour la précision. Je t'en prie. Stéphane, est-ce que tu, souhaiterais rajouter quelque chose par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui? Là, on a balayé, pas mal de sujets en lien avec le sommeil et je t'en remercie de nous avoir partagé Mhm. tout ça. Peut-être un mot de la fin, quelque chose que tu souhaiterais, Euh, préciser pour conclure? ouais, un petit détail qui pourrait être sympa, c'est que parmi mes recherches en fouillant à droite à gauche, j'avais lu que en fait la mélatonine n'est pas l'hormone du sommeil. Et donc comme toi tu as un blog sur le sommeil, ça peut être quelque chose qui pourrait t'intéresser. En fait, il y a le professeur Jean-Bernard Fourtillan qui a découvert en 1994 que c'était une autre hormone, donc également sécrétée par la glande pinéale, mais c'était une autre hormone qu'il a baptisée la valentonine, qui permet vraiment l'endormissement. Et il y a une forte corrélation en effet avec la mélatonine, mais
le rôle de la mélatonine n'est pas l'endormissement, et c'est plutôt un super antioxydant. Ça aide aussi pour plusieurs choses dans le système immunitaire, et donc ça va aider à protéger les neurones du stress oxydatif, notamment pendant la nuit. Donc, euh, donc voilà, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Peut-être que Alors, ça peut t'intéresser. en soi, oui, je trouve ça intéressant et je suis tombée sur les mêmes recherches que toi. Pour le coup, j'ai trouvé alors est-ce que toi, tu as trouvé plusieurs sources là-dessus? Parce que moi, à part par rapport au professeur Fourtillon, j'ai jamais rien trouvé qui corroborait sa théorie. Dans le Mhm. sens où jusqu'à présent, pour moi, ça reste quand même une théorie. Il y a pas d'autres études, en fait, il y a que ce que lui a fait, qui va dans ce sens-là. Mhm. Et donc du coup, j'ai vu aussi que c'était un personnage et que son travail était extrêmement controversé. Hem, du coup, j'avoue ne pas le prendre en compte et c'est ce que tu dis, je l'ai entendu, j'ai vu des vidéos aussi dessus, mais uniquement de par la source du professeur Fourtillon. Je la prends pas en compte pour le moment de façon, volontaire. Mhm. Je parle de la mélatonine, pas du reste, parce que pour moi, il y a pas d'autres études scientifiques, alors je prends assez de pincettes par rapport à ça. Mais ça m'intéresserait si toi, tu as eu d'autres sources ou si tu as vu ça, si tu as d'autres études qui renforcent cette théorie-là, je serais très intéressée de les lire. Bah, je trouve que tu as déjà tout à fait raison de toujours remettre en cause. C'est une super bonne approche. Et en effet, moi, j'ai pas tellement vu que le sujet s'était vraiment emballé. Ça n'a pas été très repris. Il y a quelques petits échos à droite à gauche, mais j'ai pas trouvé non plus de sources fiables qui arrivaient à le discréditer, voilà, de façon efficace. Donc, je pense que juste à mon avis, que c'est un sujet qui n'a pas été très recherché, qui n'a pas été très poussé, Et qui reste en mais suspens du coup. Mmh. je crois qu'on sécrète un petit peu de mélatonine durant la journée également. Donc voilà, avec son rôle antioxydant, etc. Et donc, ça aurait du sens pour moi de ne pas la considérer comme la véritable hormone du sommeil. Après, la corrélation entre le sommeil et la mélatonine est quand même là. Donc, c'est un très bon indicateur, notamment via une prise de sang, etc., pour voir un peu si ça peut être un problème de sommeil. Mais voilà, en Mais tout de toute cas, c'est un façon, sujet intéressant. de façon générale, oui, oui, c'est vrai que ça l'est et de façon générale, il y a une petite nuance effectivement à faire sur la mélatonine où là, pour le coup, il semble y avoir un consensus au niveau scientifique. C'est que la mélatonine n'est pas en soi, l'hormone qui maintient dans le sommeil, enfin en tout cas, c'est pas une hormone sédative qui va permettre d'être dans le sommeil, mais c'est l'hormone qui donne l'impulsion au corps de basculer vers le sommeil. C'est comme un gros haut-parleur qui dit: «C'est le moment d'aller se coucher» et c'est en ça qu'elle est sécrétée pendant, quelques heures et pas tant que ça et après c'est la mélatonine circulante qui va nous maintenir en fait, endormis mais pas de par Mhm. son action directe, juste parce qu'elle dit au corps que c'est encore le moment de dormir. Je sais pas si je suis très claire dans cette nuance-là, mais elle ressort dans tous les ouvrages, et dans toute la littérature scientifique que j'ai pu lire sur le sujet. Il y a cette petite nuance qui ressort donc Mhm. peut-être que ça corrobore ce que tu dis et par rapport aux recherches du professeur Fourtillon. Peut-être. En tout cas, c'est super intéressant et ça nous rappelle que finalement la science n'arrête pas d'évoluer et Complètement. Mmh. et qu'on est loin de tout savoir. Ah oui, 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 effectivement et c'est beau justement de voir que ça évolue tout le temps et que dans 2 ans, on saura encore bien plus de choses que Mhm, maintenant mhm. et je trouve que ça rend très humble aussi, de ne pas asseoir des vérités qui seraient vraies depuis toujours et pour toujours. En tout cas, pas dans ces domaines-là, c'est pas possible, on en sait trop peu et du coup, l'humilité de se remettre en question, de rechercher, bah, sans cesse finalement et de toujours rester dans la lecture et dans l'ouverture d'esprit et je pense que c'est essentiel. Mhm. Se remettre en question et remettre en question aussi ce qu'on va lire à droite à gauche. Ouais, complètement. Toujours tout remettre en question en fait. Ouais et finalement, c'est presque comme ça qu'on est le plus sûr de nous. Bah ouais, ouais. C'est rigolo. Merci infiniment Stéphane pour, le temps que tu nous as accordé. Je t'en prie. Je suis ravie donc qu'on ait pu parler de tout ça et que tu aies pu nous partager tous ces points-là liés au sommeil, ce que toi tu as pu découvrir en lien avec la fatigue donc voilà, un sujet encore plus large, encore plus général. Est-ce que tu peux nous redire et nous donner l'ensemble des réseaux sur lesquels on peut te trouver? Donc on a dit le blog, la chaîne YouTube, peut-être que tu as un Instagram aussi? J'ai un Instagram, mais comme je suis pas très fan de la plateforme, je l'utilise vraiment très peu. D'accord, Et j'ai donc une surtout page le blog. Facebook aussi.
La page Facebook, d'accord. OK, bah, je mettrai tous les liens dans la description et puis, bah, voilà, si les gens veulent creuser et découvrir encore plus ton travail et les articles que tu fais, les vidéos que tu postes, ils n'auront qu'un clic à Mmh. faire. Ouais. Merci beaucoup et puis, bah, je te souhaite, une bonne continuation. À très bientôt. Bonne continuation à toi aussi. À très bientôt. Voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu et que certaines de ces pistes de réflexion résonnent en vous, en tout cas assez fortement pour creuser, chercher, partager et surtout appliquer. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens en description pour découvrir le travail de Stéphane et aller encore plus loin. Merci d'avance à tous ceux qui parmi vous vont me laisser un petit commentaire, vont noter le podcast ou tout simplement le partager. Vous savez que vous pouvez également m'écrire pour échanger sur votre sommeil ou bien tout simplement me retrouver sur Instagram en tapant Aurélie-IHDML. À la semaine prochaine et d'ici là, prenez bien soin de vous.